dressed as Carmen Miranda with the bananas and things, big shoes, and he sings Mama, 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 eu quero. A few years ago, a senorita from Brazil, singing in Portuguese, appeared in a show called The Streets of Paris, and wowed Broadway's audiences and critics with a song called The South American Way. Ladies and gentlemen, vous écoutez Close-Up Dramatique, le balado sur les actrices de l'âge d'or d'Hollywood. But once in a while, I think movie is good for your name. We're supposed to record a song, and we didn't know the song. Dean and Jerry and I didn't know the song so well, so... How many pictures did you make altogether? About 19. Le 18 mai 1939, Carmen Miranda débarque pour la première fois aux États-Unis. Après une carrière brésilienne extraordinaire, l'artiste de variété s'apprête à devenir un phénomène mondial. Jason Duval avec vous pour cet autre épisode de Close-Up Dramatique. Aujourd'hui, c'est la deuxième et dernière partie sur Carmen Miranda, chanteuse, actrice et artiste complète surtout. Carmen Miranda a été un véritable phénomène international peu de temps après son arrivée aux États-Unis. Elle va devenir, durant sa carrière américaine, l'égérie de la Technicolor, qui, dans les années 40, est encore que très peu courante. La majorité des films se font en noir et blanc et Carmen Miranda, avec ses costumes colorés et son style excentrique, ça sort pas très bien en noir et blanc. Alors vous comprenez qu'elle a contribué à l'évolution de la couleur au cinéma. Pour ceux qui n'ont pas vu la première partie, je vous invite à le faire puisque Miranda, avant de débarquer aux États-Unis, a eu une carrière immense au Brésil. Elle a souvent été la première à et a fait partie de l'émergence de la samba. Lors de la première partie, je vous avais laissé juste après le succès du film Banana di Terra, alors que Carmen Miranda est contactée par Lee Shubert afin de faire partie d'un spectacle qui se nomme Street of Paris. Après avoir accepté sous plusieurs conditions, Shubert a finalement réussi à faire la traversée du Brésil jusqu'aux États-Unis à la brésilienne. Après plus de 14 jours de voyage à bord du SSS Uruguay, Carmen Miranda et 6 de ses musiciens débarquent à New York, le 18 mai 1939. Il faut imaginer la chanteuse et ses musiciens arriver en sol new-yorkais avec les dizaines de valises remplies de costumes extravagants de la femme. Miranda, qui n'avait jamais quitté le Brésil jusqu'à maintenant, est tout de suite impressionnée par l'immense ville et ses buildings. Bien qu'elle soit impressionnée par la grandeur de New York et tous ces gens qui courent d'un sens et de l'autre, Miranda n'a pas le temps d'admirer le paysage. Le lendemain de son arrivée, elle doit commencer les répétitions de Street of Paris, le spectacle pour lequel elle a été engagée. Street of Paris est une revue à grand déploiement avec 4 noms principaux à l'affiche, soit l'actrice Louella Gear, Bobby Clark, un comédien principalement de vaudeville, le duo comique Abbott et Costello et ainsi que Carmen Miranda, la brésilienne, un peu la sensation exotique. Miranda, ne parlant pas un anglais très avancé, même que pour être honnête, elle ne parle que quelques mots d'anglais, se voit offrir des dialogues assez courts. On lui demande principalement de chanter et de danser comme elle le ferait au Brésil. Les répétitions sont périlleuses. La chanteuse demande à refaire les chansons à plusieurs reprises afin de peaufiner certains détails. Elle demande constamment du temps supplémentaire, ce qui entraîne des retards dans les préparatifs de la revue. Le 19 juin 1939, le soir de la première de Street of Paris, Miranda performe comme elle n'a jamais performé. Le public est déchaîné après chaque passage de la star brésilienne et les critiques s'enflamment le lendemain. Après seulement une représentation, Carmen est décrite comme le phénomène théâtral de l'année.
Si on se replonge en 1939, les Américains n'ont pas vu tellement d'artistes de pays latins. Au cinéma, il y a eu Lupe Vélez, la tornade mexicaine, et c'est à peu près tout. Vélez s'était très vite habitué à la mode américaine, laissant ses habits traditionnels mexicains. Quand le public états-unien a vu arriver Miranda avec ses immenses chapeaux de fruits et ses robes aux 1001 couleurs, ils se sont pris de passion pour elle. Le rythme de ses chansons est aussi très différent que le style plus crooner et sobre, très populaire en Amérique à ce moment-là. Les Américains sont séduits à la fois par la voix de Miranda, mais aussi par la façon dont elle bouge. Le style de danse très suave de la brésilienne est encore quasi inconnu à cette époque de l'histoire américaine. Carmen Miranda devient rapidement la chouchou du spectacle et son nom est grossi sur les affiches. On considère que la Brésilienne a sauvé Broadway même, puisqu'à la fin des années 30, Broadway ne va pas très bien financièrement. Les gens ont déserté les salles petit à petit et l'exposition universelle de 1939-1940, qui a lieu à New York, a contribué à l'échec de beaucoup de pièces de théâtre. Avec son arrivée, Miranda a renfloué les coffres de Broadway, ramenant le public en salle et a même permis à des centaines de personnes de garder leurs emplois. Autant les acteurs et actrices que les gens travaillant dans l'ombre des méga-productions. Jusqu'au 10 février 1940, Street of Paris va être un véritable succès. Au bout des 274 représentations, le nom de Carmen Miranda est devenu populaire dans tout le pays. Elle est devenue la chouchou de Franklin Roosevelt, le président des États-Unis, qui l'accueille une fois par mois à la Maison-Blanche afin de la remercier de son talent. Miranda va aussi contribuer à la politique très amicale de Roosevelt avec plusieurs pays latins, dont le Brésil. On est au début de la Deuxième Guerre mondiale et Miranda devient un peu l'ambassadrice de bonne volonté et de grâce pour la relation entre les États-Unis et les pays latins. Bien que la production de Street of Paris soit terminée, Miranda décide de rester aux États-Unis afin de travailler dans certaines boîtes de nuit où les contrats s'empilent. Les propriétaires des clubs sont prêts à payer le gros prix afin d'avoir le phénomène brésilien Carmen Miranda dans leur bâtiment, bien conscient qu'elle va apporter son lot d'amateurs. C'est pendant qu'elle performe dans une boîte de nuit de Los Angeles qu'elle est contactée par la Century Fox. Le studio de cinéma lui offre un contrat pour quelques films à saveur exotique. La Brésilienne est bien consciente que personne d'autre qu'elle peut combler le rôle que la Century Fox veut lui donner. Celui d'une chanteuse excentrique originaire d'un pays latin. Personne dans le milieu cinématographique va attirer les foules mieux qu'elle. Elle négocie donc son contrat. Tout d'abord, comme souvent dans le passé, elle exige d'avoir le plein contrôle sur son apparence, puis sur les plans qui seront faits d'elle. Pour l'anecdote, sur les plans de caméra, Miranda refusait de porter des sous-vêtements lorsqu'elle performait, ce qui faisait que les caméramans devaient être très prudents lorsqu'il y avait des plans rapprochés des jambes de la chanteuse. Très souvent, les robes de Miranda étaient très ouvertes, autant sur le côté que sur le devant. Il fallait donc que les caméramans soient d'une prudence extrême afin qu'on n'aperçoive pas les parties intimes de la femme à l'écran. Elle exige également qu'aucun dialogue ne vienne couper ses performances, ce qui veut dire que lorsqu'elle chante, personne ne doit parler par-dessus elle. La Century Fox accepte toutes les conditions que la Brésilienne veut leur imposer. Il fallut que très peu de temps après la signature du contrat pour qu'un film avec Carmen Miranda voie le jour. Dawn Argentine Way. Pour ce premier film américain de la Brésilienne, la production s'entend avec la femme pour qu'elle ne soit pas partie intégrante de l'intrigue. Son anglais n'étant pas encore très bon, les patrons de la Century Fox avaient jugé que la meilleure décision était de faire que chanter Miranda.
Down Argentine Way sera aussi tourné en Technicolor afin que le public puisse admirer les costumes de Miranda. Ce sera l'une des premières grandes productions de la Century Fox tournée en couleur. Alors que le film est toujours en pré-production, un premier inconvénient survient. Les dates du tournage ne concordent pas avec l'horaire de la chanteuse. Au moment du tournage, elle a été engagée dans un cabaret de New York et le patron de la boîte de nuit ne veut pas laisser tomber le contrat, même contre un dédommagement du studio de cinéma. Miranda ne pourra donc pas se rendre à Los Angeles afin de tourner ses scènes. Une entente est finalement prise. Carmen Miranda tournera ses scènes directement à New York au nightclub où elle performe. À Los Angeles, la boîte de nuit sera reproduite à l'identique afin de tourner d'autres scènes avec les acteurs. Les producteurs se rendent rapidement compte du caractère très exigeant de la chanteuse. Elle désire refaire les prises plusieurs fois et si le moindre détail ne fonctionne pas, tout doit s'arrêter et reprendre du début. Au bout de plusieurs jours de tournage à New York, uniquement pour ces scènes, tout est finalement au goût de la chanteuse. Le film va connaître un immense succès, faisant plus de 2 millions de dollars en profit. Bien qu'elle apparaisse seulement pour chanter quelques chansons, le nom de Carmen Miranda est tout de même en haut de l'affiche. Les critiques applaudissent l'audace de la Century Fox pour avoir emmené la chanteuse au cinéma. Le film est disponible sur YouTube si jamais vous voulez regarder, ça vaut la peine, de mon côté j'ai vraiment bien aimé. C'est l'un des premiers films de Betty Grable aussi, ça vaut la peine de jeter un coup d'œil. Carmen Miranda va par la suite continuer à performer un peu partout à travers les États-Unis, plus souvent à Broadway jusqu'en 1942. Elle se met aussi à enregistrer des disques aux États-Unis qui connaîtront un beau succès. Si Carmen Miranda est en train de devenir une star, elle ne sait pas que dans son pays natal, la grogne se fait ressentir. Vous l'aurez compris, Carmen Miranda est rapidement devenue la chouchou des Américains. Ses costumes de couleur, ses chapeaux de fruits, ses souliers plateformes immenses et ses chansons samba ont conquis le cœur de tout le continent nord-américain. Elle est devenue l'une des artistes les mieux payées de tout le pays et on la voit au cinéma et à la télé, qui est encore à ses premiers pas, mais on l'entend aussi régulièrement à la radio. Elle est partout et personne ne s'en lasse. Personne ne s'en plaint également. Par contre, au Brésil, c'est tout autre chose. Bien que Carmen Miranda fasse rayonner la culture brésilienne, le peuple, lui, est loin d'être content. Même qu'il y a une certaine grogne qui augmente au Brésil à l'égard de la chanteuse. En juin 1940, la chanteuse et actrice est de retour brièvement au Brésil afin d'apparaître dans différents festivals. Lorsqu'elle descend de l'avion, elle est accueillie seulement par une poignée de fans qui l'enterrent de fleurs et de différents cadeaux. Son arrivée a été organisée par le gouvernement brésilien lui-même, croyant bien faire. Miranda se rend rapidement compte qu'elle est vivement critiquée dans la presse brésilienne. Certains Brésiliens de la haute société ne sont pas d'accord, mais pas du tout, avec l'image que donne Miranda du Brésil. Ils trouvent que Miranda représente une classe déchue, loin de la vraie culture du pays. Ils la trouvent également trop colorée dans ses mouvements de danse. Plusieurs politiciens de l'époque vont vivement critiquer le gouvernement d'avoir organisé une arrivée aussi grandiose, solennelle et normalement réservée à des hommes politiques et non une artiste.
Dans les journaux lus par les Brésiliens de la classe plus normale, entre guillemets, on trouve que Carmen Miranda est très stéréotypée. On l'accuse de projeter une image exagérée de la culture brésilienne. Les journaux écrivent aussi que Miranda s'est enfermée dans un rôle de bimbo latino, loin de représenter la femme typique brésilienne. Toutes ces critiques vont énormément affecter Miranda, puisque la femme s'est toujours efforcée de faire paraître son pays d'origine comme un pays riche en culture et prospère. Elle est donc extrêmement déçue de lire toutes ces critiques. Durant son voyage au Brésil, il va arriver un accident qui va l'attrister énormément. Le 15 juillet, Miranda est invitée à performer à un événement de charité. Elle est accueillie par des politiciens importants enthousiastes à l'idée d'avoir Carmen Miranda dans leur spectacle. Lorsqu'elle arrive sur scène, elle est accueillie timidement, loin des applaudissements hystériques qu'elle recevait dans les années 30. Après avoir parlé quelques secondes au micro, elle commence à chanter puis à danser. Étrangement, le public commence à la huer. Elle finit sa chanson avec difficulté, étonnée par tout le brouhaha provoqué. De retour dans sa loge, elle s'effondre en pleurs, ne comprenant pas ce qui vient de se passer. Le lendemain, le 16 juillet, est le coup de trop pour Miranda. Les journaux l'accusent de s'être américanisée et d'avoir perdu l'essence de ses origines. Attristée par les critiques, Miranda s'enferme dans sa maison brésilienne et n'en sortira pas pendant une semaine. À Rio, elle enregistre 2 chansons afin de répondre à ces critiques. Disseram que voltei americanizada, desei a comeback americanized. En gros, en français, ils ont dit que j'étais revenu américanisé, et c'est une chanson écrite spécialement pour elle qui connaîtra que très peu de succès. Le Brésil en a beaucoup parlé à l'époque, surtout parce que ça a été pris comme une défense agressive de la part de la chanteuse. Dans cette chanson, elle répond directement à toutes les critiques, disant un peu en autodérision qu'elle est devenue américaine. En gros, les Brésiliens n'ont pas aimé la sortie de la chanson et encore une fois critiqué très sévèrement Carmen Miranda. C'est une Carmen Miranda très triste, déçue et un peu en colère envers ses origines qui écourte son voyage afin de regagner Hollywood. Il lui faudra 14 ans avant d'accepter de retourner au Brésil. De retour à Hollywood, Miranda est accueillie comme une reine, mais on ne l'enterre pas de fleurs, mais bien de contrats très pesants monétairement. Jusqu'à la fin des années 40, Carmen Miranda sera l'artiste de variété la mieux payée de tout le pays, voire du monde. Ne craignant pas le travail, elle enchaîne tout. Elle apparaît dans des revues, elle chante à la radio, en plus de faire quelques tournages pour le cinéma. En 1941, elle devient la première femme latine à mettre ses mains puis ses pieds dans le ciment devant le Chinese Theatre. Il faut mentionner ici que si les empreintes de Miranda sont coulées dans le béton, c'est à la suite de nombreuses demandes de fans américains. Le Chinese Theatre recevait des centaines de lettres par semaine qui demandaient que Miranda fasse ce geste symbolique et surtout synonyme de célébrité. Toujours en 1941, elle est la première artiste de variété à être invitée d'honneur aux Oscars. Elle produit tout un choc lorsqu'elle arrive dans une robe très élégante avec des paillettes et toujours l'un de ses fabuleux chapeaux. La même année, elle apparaît dans 2 comédies musicales à succès, A Weekend in Havana et That Night in Rio. Une nouvelle fois, les critiques s'enflamment sur Carmen Miranda. Elle vole la vedette des films, on ne parle qu'elle partout. On applaudit également son anglais travaillé et amélioré. On découvre alors que la chanteuse peut être très comique et le public en est ravi. A Weekend in Havana va même se retrouver au top du box-office pendant plusieurs jours après sa sortie. Ça donne une idée de l'engouement autour du film et plus particulièrement autour de Carmen Miranda. En 1942, elle est engagée dans une revue musicale, Sons of Fun, mais la Century la paie 60 000 $ afin qu'elle arrête la tournée afin de travailler sur son prochain film. Elle accepte au bout de plusieurs négociations afin d'apparaître dans Springtime in the Rockies. Le film va être l'un des plus gros succès de la carrière de Miranda, faisant pas moins de 3 millions de $ en profit.
La presse écrira que l'histoire du film n'a rien de spectaculaire, mais que la présence de Miranda suffit à rehausser tout le reste. Pour Springtime in the Rockies, la Brésilienne a contribué à l'élaboration des chorégraphies, mais aussi à l'élaboration des numéros musicaux. La presse remercie également l'évolution de la Technicolor qui rend si bien l'image de Carmen Miranda et de tous ses costumes colorés qui font rêver tant de petites filles. Il y a même une certaine époque là, où il va y avoir des poupées Carmen Miranda qui seront vendues aux États-Unis, qui vont connaître un très très beau succès. Les petites filles les veulent, c'est un cadeau de Noël idéal. Le film est si populaire qu'il est transporté à la radio pour une version écourtée. Pour la version radiophonique, on ajoute une chanson à Carmen Miranda, Tico Tico. C'est la première fois que la chanteuse interprète cette chanson à la radio américaine et ça va devenir un succès monstrueux. Miranda ne se fait pas prier pour l'enregistrer sur disque, toujours en 42. Jusqu'en 1945, Carmen Miranda apparaît chaque année au cinéma américain. Elle joue dans The Gang's All Year, Four Jills in a Jeep et dans Greenwich Village, qui seront tous les trois parmi les films les plus populaires de leurs années de sortie. En 1944, elle connaît son premier film avec des critiques mitigées, Something's for the Boys. Le public est légèrement déçu par les performances de la chanteuse qui, pour ce film, n'ont rien de spectaculaire. Les critiques, tant qu'à elles, vont saluer une évolution dans les films de Miranda, par exemple, le fait qu'elle a de plus en plus de dialogues. Mais tout comme les amateurs, ils critiquent le peu d'effets « wow » que provoque Something's for the Boys. Mais ce succès peu doré ne l'empêche pas de faire près de 3 millions de dollars en 1945, ce qui fait d'elle la femme la mieux payée de tout le pays. Après la Seconde Guerre mondiale, les studios de cinéma continuent de vouloir Carmen Miranda, mais la renouveler dans ses rôles est de plus en plus difficile. Elle est vraiment prisonnière de son talent de chanteuse et de danseuse. Les compagnies de disques, eux aussi, veulent toujours de Miranda puisque ses récents succès, Tico Tico, Chick Chick Boom, La Gusta, se vendent comme des pains chauds. Carmen Miranda, éblouie par le succès, ne sait pas qu'un long et périlleux déclin la guette. If it's a good picture come along, you do it. If you don't come a good picture, don't do it. How many pictures did you make altogether? About 19. What am I doing? Why, I haven't learned to put it in reverse yet. There's one star here who's broken all records for setting women's fashion. The wedgie shoes, turbans, bare midriff, the big bold costume jewelry, all were inspired by Carmen Miranda. Dresses Carmen Miranda with the bananas and things, big shoes, and he sings Mama, 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 yo quiero. Stop the music. Stop the music. Ah, wonderful idea. I'm out of breath. Atenção, atenção, Beverly Hills, Califórnia, faleceu Carmen Miranda. Beverly Hills, Califórnia. O falecimento de Carmen Miranda ocorreu ao amanhecer de hoje em sua residência, momentos depois de se despedir de amigos que a levaram em casa após um último show de que participou na televisão. En 1945, Carmen Miranda reste parmi les artistes les plus populaires aux États-Unis et même dans le monde. Ses films sont de véritables succès, pas seulement en sol américain, mais aussi en Europe. Par contre, toute chose a une fin, même le succès. En 1945, la Fox décide de descendre le budget pour les films où Miranda apparaît. Dans cette chute de budget, la Technicolor va prendre le bord, comme on dit en bon québécois. Les films de la Brésilienne seront désormais en noir et blanc. Carmen perd beaucoup de son éclat et de son effet de surprise lorsqu'elle apparaît. Sans ses multiples couleurs et l'effet de ses paillettes tout aussi colorées que ses chapeaux, Miranda devient simplement une femme habillée à la mode latine. Ce choix, tout de même étrange de la Fox, va contribuer à la baisse d'intérêt du public pour la Brésilienne.
Dollface, le premier film américain en noir et blanc de Miranda, connaît que peu de succès, d'autant plus que quelques chansons de la chanteuse ont été coupées au montage final. Des chansons avec lesquelles Miranda avait fait la promotion du film. Au final, Dollface comprend seulement un numéro chanté par Miranda, ce qui déçoit à la fois les fans mais aussi la brésilienne. Les critiques s'attaquent à la fois à la Fox et à Carmen Miranda. La presse demande des explications à la Fox concernant le choix du noir et blanc. Des explications qui ne viendront malheureusement jamais. Puis Miranda est critiquée pour ne plus créer l'effet wow que jadis elle provoquait, un effet qu'elle a commencé à perdre lors de l'année 1944. Le film suivant, If I'm Lucky, toujours en noir et blanc, est presque un fiasco. Les médias seront très négatifs envers Miranda. On lui reproche de ne plus améliorer son accent anglophone. Désormais, le public n'est plus séduit ou amusé par son accent brésilien. Ses foulards, ses chapeaux et ses robes ennuient désormais la grande majorité de ses fans qui restent de plus en plus sur leur faim. Le 1er janvier 1946, le contrat de la Century Fox avec Miranda expire. D'un commun accord, le contrat n'est pas renouvelé. L'année 46 sera assez tranquille pour l'artiste brésilienne. Les boîtes de nuit ne la contactent plus vraiment afin de performer. Les compagnies de disques ont tant qu'à eux complètement déserté. Il n'y a plus aucune offre d'enregistrement pour Miranda, mais surtout il y a une rivale. En 1946 arrive aux États-Unis une certaine Alice Robbie. Robbie est une chanteuse dans le même genre que Carmen Miranda au rythme latin qui a connu un immense succès au Canada et en Europe. Elle est très ambitieuse et en 1946, elle a pour but de séduire les Américains qui commençaient déjà à s'intéresser à elle. Carmen Miranda voit arriver cette jeune Québécoise qui chante en français, en espagnol, en portugais, en anglais et en italien. Et qui, en plus de chanter et parler beaucoup plus de langues qu'elle, Robbie sait jouer la comédie beaucoup mieux que Miranda. Robbie a tout pour être la rivale parfaite de Carmen Miranda, et même peut-être la détrôner. Est-ce nécessaire de vous dire que Carmen Miranda détestait Alice Robbie? Miranda savait très bien que sa place d'artiste de variété au rythme de la samba était menacée par une nouvelle arrivée. Elle est pas folle, Miranda. Elle entend tout le monde parler de Robbie. Elle se met alors à faire une petite campagne contre la Québécoise où elle l'accuse de l'avoir copiée. Heureusement pour la Brésilienne, un violent accident de la route puis une dépression immense va pousser Alice Robbie à se faire interner dans un hôpital psychiatrique, arrêtant du même coup sa carrière et surtout sa montée à l'international en 1947. Avec Alice Robbie, Carmen Miranda se rend compte qu'elle n'est plus la nouveauté, la nouvelle saveur du moment. Elle n'est plus la seule à performer ce genre de numéro et la samba a gagné la planète au grand complet. Maintenant, tout le monde connaît les rythmes latins ainsi que leurs performances démesurées. En 1947, dans le but de relancer sa carrière, mais surtout l'intérêt du public envers elle, elle coproduit Copacabana, une nouvelle comédie musicale décrite comme étant gigantesque et fabuleuse. Malheureusement, ce sera pas le cas. Avec Copacabana, Carmen Miranda essaie de se donner une nouvelle image. Elle apparaît lors d'un numéro en blonde platine, un look qui ne passe pas du tout, même que ça fait de l'ombre au film dans le sens négatif de l'expression. Les critiques ont tellement été surpris et mécontents qu'ils ont beaucoup plus parlé de ce changement capillaire que du reste du film. Un changement drastique qui enlève tout le mystère et fait oublier le charisme exotique de la chanteuse. Par contre, même si le film est que peu populaire, il va relancer la carrière musicale de Carmen. Les propriétaires de boîtes de nuit recommencent à l'appeler et les fans recommencent à acheter des billets pour la voir performer. Copacabana aura au moins servi à relancer sa carrière sur les planches, se dit Miranda. Par la suite, c'est les compagnies de disques qui vont revenir. La carrière de l'artiste semble relancée pour de bon, du moins sur disque et pour ses spectacles. Pendant le tournage de Copacabana, elle va rencontrer un homme, David Sebastian.
Sebastian est un investisseur principalement dans le milieu du cinéma qui a contribué au budget du film Copacabana. Rapidement, la relation entre David Sebastian et Miranda va évoluer. Ils vont devenir amoureux, puis le 17 mars 1947, ils se marient. Dans le documentaire, excellent documentaire, Bananas is my business, disponible sur YouTube, je dis ça juste comme ça, la sœur de Miranda, Aurora, elle aussi chanteuse au Brésil, a donné une description très triste de ce mariage. Aurora a toujours été convaincue que David Sebastian aimait Carmen Miranda à cause de son influence, de sa popularité et de sa richesse que Hollywood lui avait donnée. Il s'était marié avec Miranda plus par intérêt financier que par amour, tandis que la Brésilienne était folle amoureuse de son mari. Aurora décrit aussi la déception qu'a vécue sa sœur après le mariage. Les disputes faisaient partie du quotidien et les marques d'affection se faisaient très rares pour Sébastien. Il disait être trop préoccupé par ses soucis ou placements financiers pour songer à donner de l'affection à sa femme. Sébastien s'absente souvent pour des raisons d'affaires, ce qui laisse Miranda seule très régulièrement, trop souvent à son goût même. Toujours selon la sœur de Carmen, l'actrice et chanteuse bascule constamment entre des états de grande joie puis de grande tristesse. Miranda commence même à flirter avec les premiers signes de dépression. Mais la relation semble s'arranger un peu en 1948 lorsque Miranda tombe enceinte. C'est une grande joie pour Carmen puisqu'elle se dit qu'un enfant viendrait sûrement remettre son mariage sur le droit chemin. L'enfant comblerait aussi les moments de grande solitude que ressent Miranda lorsque son mari part travailler, parfois des semaines entières. Elle voit l'arrivée de cet enfant comme un immense bonheur. Enceinte, mais ne voulant pas arrêter ses activités, elle se surmène. Elle n'écoute pas du tout son médecin et son corps qui lui demandent du repos. Les médecins avertissent la femme aussi de faire très attention. Malheureusement, après un spectacle, Carmen Miranda se met à saigner énormément. Elle apprend le lendemain qu'elle a fait une fausse couche. C'est le plus grand drame de la vie de Miranda. À 38 ans, l'espoir de donner la vie disparaît pour la Brésilienne. La fausse couche de Carmen Miranda va ramener les disputes au sein du couple. En parallèle, la carrière de Miranda a de nouveau ralenti. Son dernier film, A Date with Judy, tourné avec la MGM, a été un succès, mais sa performance a connu de vives critiques. Le public n'est plus autant attaché à la Brésilienne qu'avant. Elle est devenue avec le temps une caricature d'elle-même. Elle disparaît sous ses robes bouffantes et ses chapeaux de plus en plus imposants. En 1949, le divorce avec David Sebastian est évoqué. C'est un coup dur pour la femme. Fervente catholique, le divorce n'était pas envisageable. Miranda se met à boire, elle fume de plus en plus, elle prend du poids et sa santé diminue. Le couple se réconcilie et en septembre de la même année, le divorce est évité de peu. L'arrivée des années 50 est fatale pour Miranda. Hollywood a repris goût aux films noir et blanc et délaisse peu à peu la Technicolor. Si pendant les années 40, les comédies musicales ont connu la grande gloire, les drames ont repris le dessus à Hollywood au début des années 50. Les cabarets ne l'appellent plus, les festivals non plus. Miranda est poussée à enregistrer des disques afin de continuer à faire carrière dans le show business. Un retour au Brésil est inconcevable. Miranda s'enferme chez elle, elle ne sort plus et vit plusieurs dépressions au début de la décennie. Elle refuse même des invitations à des soirées privées. Pendant cet isolement, elle tombe de plus en plus malade et sa santé diminue petit à petit. Les années 40 ont été brillantes pour Carmen Miranda. Elle a été sur les scènes les plus prestigieuses des États-Unis. C'est la première fois que l'artiste est confronté à un tel silence radio. En 52, c'est la télé qui lui donne une nouvelle chance. Elle apparaît en tant que grande vedette dans plusieurs émissions. L'année suivante, le cinéma la rappelle à la demande de Dean Martin pour jouer à ses côtés dans Scare Stiff. Jerry Lewis fait aussi partie de l'aventure. Dean Martin a toujours été un fan de la Brésilienne et il était très déçu de ne plus la voir au grand écran et savoir qu'elle ne sortait plus beaucoup. Il a donc pensé à incorporer Miranda à son prochain film, espérant voir la carrière de la Brésilienne ressusciter.
Le tournage est difficile. Miranda fait sa diva. Elle refuse certains plans prévus pour elle et refuse de faire les répétitions. C'est donc une doublure qui les fera pour elle. Dean Martin et Jerry Lewis ne connaissent pas très bien les chansons qu'ils doivent interpréter avec la chanteuse. Lorsque vient l'heure de tourner, les nombreux ratés des acteurs énervent Miranda au plus haut point. Miranda quitte le plateau, furieuse, hurlant qu'elle reviendra lorsque les deux acteurs connaîtront leur texte. Elle s'enferme dans sa loge, refusant de sortir et de parler à qui que ce soit. Les chorégraphies sont loin de plaire à Miranda. Elle trouve que Lewis prend trop de place et se met devant elle. La production refuse de retravailler les chorégraphies et ne veulent pas également que Miranda se mette de la partie afin de travailler sur ses chorégraphies. Vous pouvez voir sur YouTube l'une des scènes du film où on voit que Miranda pousse Jerry Lewis lorsqu'il passe devant elle. C'est quand même assez spécial, on peut voir également dans ses yeux qu'il y a quelque chose qui l'embête. C'est fait de façon très subtile, mais quand on connaît l'histoire, c'est assez évident quand même, je trouve. Durant le tournage, Jerry Lewis fait une caricature de Carmen Miranda, chose qui déplaît énormément à la principale intéressée. Elle va essayer de faire enlever ce passage du film, mais rien à faire. La production ne veut pas. Le film connaît un petit succès et le public est heureux du retour de Miranda au grand écran. Mais le cinéma ne l'appellera plus. Scare Stiff sera son dernier film. En 1953, elle part en Europe dans l'espoir de relancer une nouvelle fois sa carrière. Le public est au rendez-vous, mais est tout de même déçu. Miranda n'a plus la flamme. Elle a définitivement perdu son effet wow. Ses costumes ont perdu de leur brillant également. Il ne reste que le nom de Carmen Miranda du phénomène qu'elle fut dans les années 40. En octobre, de retour aux États-Unis, elle s'écroule sur scène. Elle aurait subi un malaise cardiaque en pleine performance. Dans les coulisses, on prend la décision de l'emmener d'urgence à l'hôpital où elle séjourne quelques jours. Miranda est transportée dans un centre de repos afin qu'elle y prenne du temps pour elle, loin de son domicile où son mariage avec David Sébastien bat toujours de l'aile. Ses spectacles pour le reste de l'année 53 sont annulés. Afin de soigner une dépression imminente, Miranda prend elle-même la décision d'être transférée à l'hôpital Leroy. Dans cet hôpital, elle demande à recevoir des électrochocs, convaincue que ce traitement soignera sa dépression. Malheureusement, ce sera un échec. À sa sortie, la chanteuse est à son plus bas. En 1954, à contre-cœur, Carmen Miranda retourne au Brésil pour la première fois depuis 1940. Elle n'est pas mieux accueillie que la première fois. La presse la demande en entrevue uniquement pour la piéger. On lui rappelle qu'elle n'est plus la star qu'elle était. On lui reproche de mettre de l'avant une image totalement fausse de la femme brésilienne. Elle écourte ses rendez-vous, passe davantage de temps avec sa famille. Sa famille la trouve d'ailleurs très triste et constate que la femme est dépendante de plusieurs médications. Elle prend des somnifères, des énergisants, mais aussi tout un cocktail de pilules afin de régulariser ses humeurs. Lassée par les critiques de son pays d'origine, elle repart plus tôt que prévu pour les États-Unis. Au début de l'année 1955, Carmen Miranda est engagée à Las Vegas pour une série de concerts. Après cette série de spectacles, récompensée par des critiques positives, Miranda se rend à Cuba pour une nouvelle série de concerts. Mais elle doit écourter sa tournée, ennuyée par des ennuis de santé. Elle se sent de plus en plus fatiguée et ne veut pas retourner à l'hôpital se reposer. Elle est convaincue que sa carrière est sur le point d'être relancée pour de bon. Les boîtes de nuit ont recommencé à la contacter, les offres professionnelles sont revenues. En juillet 1955, Miranda est invitée à l'émission très populaire de Jimmy Durant Show. Émission disponible sur YouTube encore une fois. Mais elle tombe gravement malade des bronches. Après quelques jours de repos, elle est à nouveau sur pied et prête à entamer les répétitions de l'émission. Elle arrive au studio de la NBC le 1er août, soit 3 jours avant la diffusion en direct de l'émission prévue le 4 août. Le 2 août, alors qu'elle répète un numéro chanté et dansé, Miranda fait tout arrêter. Elle se dit essoufflée et incapable de continuer. Même chose le lendemain, alors qu'elle est aux prises avec de violents maux de tête.
L'équipe de tournage, qui connaît très bien Miranda, sont tout de même inquiets et étonnés de voir l'artiste être aussi essoufflée au point de ne plus pouvoir parler. Ça fait déjà une quinzaine d'années que Miranda performe, aux États-Unis bien évidemment, et c'est la première fois que ça lui arrive. Le 4 août 1955, Carmen Miranda apparaît au Jimmy Durante Show après une semaine très difficile. Pendant le tournage, elle est aux prises avec de violents maux d'estomac et ses migraines sont revenues. Elle se plaint aussi de nausées et de violentes douleurs à la poitrine. On offre à la Brésilienne de reporter l'émission, mais elle refuse et le tournage débute avec une Carmen Miranda très incertaine, mais surtout très fatiguée. Les scènes s'enchaînent et Miranda suit le rythme difficilement. Elle a de la misère à tenir les numéros où elle doit chanter et danser. Certains de ces numéros sont même modifiés afin de permettre à Miranda de reprendre davantage son souffle. À la toute fin de l'émission, Miranda et Durant performent un numéro des plus rapides. À la fin de ce numéro, Miranda s'agenouille et agrippe Durant quelques secondes. L'animateur croit que la chanteuse a glissé sur sa robe. Quelques instants après, Miranda se relève et incapable de dire sa réplique, elle dit à Durant « Après cette danse rapide, Miranda et Durant terminent l'émission. La dernière réplique de l'artiste est « Merci et bonne nuit » avant de quitter le champ de caméra en dansant. Dès sa sortie, elle s'assoit par terre à bout de souffle et soudainement prise avec des battements de cœur anormalement rapides. Au bout de quelques minutes, elle se relève et retrouve sa loge. L'émission se termine dans une certaine confusion, avec une Miranda visiblement diminuée. Ça ne l'empêche pas de fêter avec les membres de l'équipe après le tournage. Mais Miranda ne va pas bien. Elle s'absente souvent pour aller aux toilettes où elle est malade. Elle ne danse pas aussi longtemps qu'elle en a l'habitude. Durante s'inquiète, mais la Brésilienne le rassure en lui disant qu'elle est simplement fatiguée. Vers 2 heures du matin, elle quitte le studio pour regagner son hôtel vers 3 heures. Le 5 août 1955, vers 3h30 du matin, Carmen Miranda s'écroule après s'être démaquillée. Elle succombe à une crise cardiaque soudaine et violente à l'âge de 46 ans. Son corps est retrouvé la même journée aux alentours de 10h30 du matin, par sa gouvernante s'inquiétant de ne pas voir Miranda au déjeuner. Selon son testament, son corps est rapatrié au Brésil où plus de 500 000 personnes lui rendent hommage. Des artistes de tous les milieux ont fait le voyage afin d'assister à ses funérailles. Le gouvernement brésilien déclare une période de deuil national. C'est une première fois qu'une telle mesure est faite pour un artiste. Pendant 15 ans, Carmen Miranda a fait rayonner le Brésil partout à travers le monde. Elle fut la première artiste du genre à percer à l'international. Aujourd'hui, elle reste l'unique, la légende Carmen Miranda. Watch me and I show you the beginning steps. You see, it is just a matter of a little wiggle here and a little wiggle there. All you have to do is to get the right wiggle at the right place and at the right time. Everything will be fine, I'm sure you. Well, I come from stage and I like to feel the people. Merci d'avoir écouté Close-Up Dramatique. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.